Donc, bonjour à tous. La présente capsule va porter sur les sections 5.1 et 5.2 du chapitre 5. Donc, le chapitre 5, comme on l'a vu précédemment, on l'a un petit peu, en fait, débuté là, avec les sections 4.1 et 4.5 qui introduisent la première loi de Newton et le concept de référentiel inertiel et non inertiel. Donc, on va passer à la dynamique à proprement parler, là. Donc, qui touche la force et la masse, la deuxième loi de Newton, le poids, la troisième loi de Newton, les applications des lois de Newton et le poids apparent. Donc, on va débuter avec la force et la masse. Donc, qu'est-ce qu'une force? C'est une action d'un corps sur un autre. Elle est intuitivement perçue comme une poussée ou une traction. Elle peut déformer les corps, donc allonger un ressort, comprimer un ballon, courber une poutre, ou accélérer ou ralentir les objets. Donc, en particulier, quand on parle d'un corps rigide, donc qui n'est pas déformable, lorsqu'on on applique une force résultante, si on veut, sur ce corps-là. On va parler un peu plus plus tard là, en quoi ça correspond à une force résultante versus une force tout court. Donc, ça va accélérer l'objet. En laboratoire, on peut observer que plus une force est élevée, plus l'accélération de l'objet sur lequel elle s'applique sera importante. Donc, la force est proportionnelle à l'accélération. Mais on observe également que plus la masse est grande, plus l'accélération engendrée par une force va être faible. Donc, que l'accélération est inversement proportionnelle à la masse. Et donc, on peut déduire de ces deux relations la fameuse loi de Newton, F égale ma, qui en fait est un peu une simplification de la loi de Newton, qu'on va voir un petit peu plus tard, là. Donc, lorsqu'on a une seule force qui s'applique sur un objet, la force va correspondre à la masse fois l'accélération. Donc, c'est une façon de définir le concept de force. Donc, un corps qui n'est soumis qu'à une seule force est donc soumis à une force dont la grandeur est celle du produit de sa masse et de son accélération. Une force est un vecteur, par contre. Donc, elle est caractérisée par un module et une orientation. Dans le système international, l'unité de la force, c'est le newton. Un newton correspond à 1 kg fois 1 mètre sur une seconde au carré. Il existe deux types de forces. Donc, les forces de contact, lorsqu'un corps est en contact physique avec un autre, par exemple la normale, le frottement, la tension. Il y a plusieurs forces qu'on ne verra pas nécessairement spécifiquement, mais quand on parle de torsion, de, de cisaillement, de plein d'autres forces qui sont vraiment dues au contact de deux objets. Et on a les forces à distance, lorsque deux corps comme la Terre et la Lune interagissent en l'absence d'un milieu matériel entre eux. Donc, le meilleur exemple, c'est la force gravitationnelle. C'est la seule force à distance qu'on va vraiment étudier dans le cours de mécanique. Mais on peut aussi ajouter la force entre deux aimants, la force électrique, qui sont des types de forces qu'on va voir plus dans le cours de NYB, qui sont également des forces à distance. Donc, si on a une charge positive, une charge négative qui interagissent ensemble, c'est-à-dire qu'elles vont s'attirer, ils n'ont pas besoin d'être en contact pour ressentir la présence l'une de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des forces à distance. On a deux petits exercices. Donc, si vous voulez les essayer, vous pouvez mettre une pause, là, le vidéo, mettre une pause sur la vidéo et essayer les exercices. Sinon, je vais les résoudre. Donc, on veut accélérer un corps de 500 grammes à un taux de 20 cm par seconde carrée. Quelle doit être la force appliquée sur ce corps en newton? Donc, évidemment, les grammes doivent être convertis en kilogrammes et l'accélération en mètres par seconde carrée pour pouvoir obtenir une accélération de 0,2 mètres par seconde carrée et donc une force de 0,1 newton. Ensuite, on applique pendant 5 secondes une force de 5 newtons sur une masse de 10 kg, qui est l'accélération de la masse. Donc, on va tout simplement appliquer la loi F égale ma, A égale F sur M, donc 5 newtons sur 10 kg, ce qui nous donne 0,5 mètres par seconde carrée. Ce qui implique en fait que le temps pendant lequel la force est appliquée n'a pas d'impact
On imagine que la force est appliquée avec la même intensité là, tout le long pendant que l'objet accélère. Donc, à ce moment-là, qu'elle soit appliquée seulement pendant un très court temps ou pendant un très long temps, ça ne change rien à l'accélération. La masse d'un corps est la mesure de son inertie, c'est-à-dire de sa résistance aux variations de vitesse. La masse représente la quantité de matière d'un corps. Donc, c'est vraiment la meilleure définition là, pour la masse, c'est vraiment la mesure de l'inertie d'un objet, donc la résistance à la variation de vitesse. Mais c'est sûr que intuitivement, là, on comprend que la masse, ça correspond à la quantité de matière qu'il y a dans un objet. Donc, évidemment, c'est une propriété intrinsèque à l'objet. Ça ne dépend pas de où se trouve l'objet, qu'il se trouve à la surface de la Terre, au fond d'un puits, sur la Lune, dans l'espace. La masse d'un objet est toujours la même. La masse, c'est un scalaire qui nous indique dans quelle mesure il est difficile de faire varier la vitesse d'un corps en module et en orientation. Donc, ça nous indique à quel point l'objet a une inertie importante ou non. Donc, dans le système international, l'unité de la masse, c'est le kilogramme et non pas le gramme. Et avec ce principe, on peut définir la deuxième loi de Newton, qui est que la force résultante qui s'applique sur un corps de masse m produit une accélération A qui a la même orientation que la force résultante. La relation de ces facteurs est donnée par, donc la force résultante, c'est la somme vectorielle des forces qui s'appliquent sur un objet, qui va nous donner donc la masse fois l'accélération. L'accélération est ici également un vecteur. Donc, quand on parle de deuxième loi de Newton, ce n'est pas uniquement F égale ma, c'est vraiment la somme des forces qui nous donne la masse fois l'accélération. Et les forces, on doit indiquer vraiment, lorsqu'on écrit l'équation, que la force, c'est un vecteur et que l'accélération est un vecteur en mettant les flèches dessus. Et donc, ce n'est pas la force comme telle qui va générer une accélération, à moins qu'il y ait une seule force qui s'applique, mais c'est vraiment la résultante des forces. Donc, quand on va additionner toutes les forces de façon vectorielle, s'il demeure un vecteur force lorsqu'on a additionné toutes les forces, à ce moment-là, l'accélération va correspondre à cette force-là divisée par la masse de l'objet et son orientation va être donnée par l'orientation de la force. Si, lorsqu'on additionne toutes les forces qui s'appliquent sur l'objet, on obtient une force nulle, c'est-à-dire que toutes les forces s'annulent, à ce moment-là, l'objet ne subira aucune accélération. Donc, on peut décomposer cette équation afin d'obtenir trois sous-équations, si on veut, la somme des forces en X égale MAX, la somme des forces en Y égale MAY et la somme des forces en Z égale MAZ. Dans les problèmes du chapitre 5, c'est beaucoup, en fait, ces équations-là qu'on va mettre en application. Donc, comme l'accélération d'un corps est la même dans tous les référentiels d'inertie, la deuxième loi de Newton a la même forme dans tous les référentiels d'inertie. Donc, encore une fois, un référentiel d'inertie, c'est un référentiel qui se déplace, si on veut, à vitesse constante par rapport à un autre référentiel qui est considéré comme étant un référentiel d'inertie. Donc, on a dit qu'on approximait la surface terrestre comme étant un référentiel d'inertie. Ça veut dire que tous les référentiels qui se déplacent à vitesse constante par rapport à la surface terrestre sont considérés comme d'autres référentiels d'inertie. On va résoudre deux exemples pour illustrer, en fait, c'est un peu comment on résout des problèmes, là, la base, là, des problèmes dans le chapitre 5. Donc, on a un premier exemple qui est un coureur, en fait. Donc, on dit partant du repos, le torse d'un coureur de 50 kg atteint 6 mètres par seconde en 80 cm, les deux valeurs étant mesurées horizontalement. Donc, calculer le module A de l'accélération et B de la force horizontale exercée sur le torse du coureur au niveau de la hanche. Donc, ce qu'il faut imaginer, évidemment, là, c'est que dans cette situation-ci, c'est qu'on a un coureur, ce n'est pas spécifié dans la question, mais on a un coureur qui est comme en position de départ, qui est penché vers l'avant, donc avec les mains qui sont au sol, okay, derrière la ligne de départ.
Et donc, les pieds vont pousser, si on veut, sur le sol. Donc, on va voir un petit peu plus tard qu'est-ce qui va se produire, mais je peux vous le dire tout de suite, là, si on pousse sur le sol avec les pieds, le sol va pousser sur nous avec la même force. Donc, la force qu'on applique sur le sol, c'est la force que le sol applique sur nous. Et donc, le sol va comme nous permettre de nous projeter vers l'avant, si on veut, si on est le coureur. Et donc, cette force-là, comme les jambes sont attachées au niveau des hanches et que c'est les hanches qui sont derrière le torse, bien, si on regarde la force sur le torse, on va regarder la force qui s'exerce au niveau des hanches. Donc, on va... okay. Donc, je vais utiliser le tableau blanc de Zoom pour résoudre le problème. Donc, OK. Donc, on commence toujours évidemment par un schéma. Donc, dans la situation, je vais vous le dire tout de suite, vous allez pouvoir rire de mon schéma, étant donné que j'ai une espèce de bonhomme qui ressemble toujours un peu à un chien, là, parce qu'il est comme penché vers l'avant. Donc, j'ai vraiment pas de facilité à dessiner quelqu'un qui est, mettons, en position de départ, là, avec les mains ici. Puis une belle tête ici. Donc, on imagine vraiment un coureur là, qui est en position de départ. Là. Souvent, il va y avoir des blocs de départ derrière les pieds. D'ailleurs, en passant, c'est comme ça qu'ils peuvent déterminer souvent dans les compétitions s'il y a un faux départ. C'est que s'il y a une force qui est appliquée sur le bloc de départ, il y a des senseurs dans le bloc de départ, puis s'il y a une force qui est appliquée sur le bloc de départ avant que le départ de la course soit donné, bien à ce moment-là, il va y avoir un faux départ. Donc, on peut ici représenter la force appliquée au niveau des hanches. Okay, donc, évidemment, comme je vous disais, c'est une force qui est appliquée par le sol sur les pieds, qui, parce que les pieds sont attachés ici au niveau de la hanche, va se répercuter également au niveau de la hanche. Mais là, comme on nous donne la masse du torse, bien évidemment, ça nous prend la force qui est appliquée sur le torse, si on veut, puis cette force-là est appliquée au niveau des hanches. Donc, on la met ici au niveau des hanches. On peut aussi représenter, évidemment, l'accélération, donc qui va être dans le même sens que la force appliquée, parce qu'évidemment, ici, il va y avoir des forces verticales, mais elles vont s'annuler. Donc, pour l'instant, on ne les considère pas. Et on a, évidemment, notre, je vais le mettre dans une autre couleur, notre axe des X ici, que je vais mettre en mètres, même si je n'ai pas de valeur à mettre sur vraiment l'axe comme tel. Là. Donc, si je mets mes données, on va avoir la masse. J'ai évidemment temps initial 0, temps final, je ne le connais pas. X initial 0, X final, je sais que c'est 0,8 mètres. La vitesse initiale en X, c'est 0. La vitesse finale en X, c'est 6 mètres par seconde. Et l'accélération, je ne la connais pas. C'est ce que je cherche d'ailleurs. Donc, ben en A. Donc, je vais utiliser une équation de la cinématique. Vx carré égale V0x que j'ai utilisé dans mes données. Donc, je vais essayer d'être cohérente. V0x carré plus 2 fois l'accélération en x fois delta x. Et donc, AX est égal à, étant donné que la vitesse initiale est nulle, Vx au carré sur 2 fois delta x. Donc, 6 mètres par seconde au carré sur 2 fois 0,8 mètres, ce qui va me donner 22,5 mètres par seconde carré. Et je vais pouvoir me servir de cette réponse-là
pour trouver la réponse au B, qui est la force, donc ma force F, que je peux aussi indicer, là, elle va rajouter l'indice X là, parce qu'elle est en X tout simplement, qui va être égal à M fois l'accélération en X. Donc, Fx est égal à 50 kg, qui est la masse du torse de la personne, fois 22,5 mètres par seconde carrée, qui est égal à 1,13 fois 10 à la 3 newtons. Donc, quand même une assez grande force, une force assez importante. Donc, ça, c'était pour l'exemple A. Je vais juste corriger mon 0. Bon. Donc, on va maintenant passer à l'exemple B. On va passer ici. On va revenir à notre énoncé. Donc, si on regarde l'exemple 2, donc l'exemple 2, en fait, c'est un exemple en électricité, mais c'est le même principe que si on était en mécanique, là. Donc, on a un électron qui, on donne la masse, 9,1 fois 10 à la moins 31 kg. Donc, on peut constater que l'électron est très, 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 très léger. A une vitesse initiale de 10 à la 6 i mètres par seconde. Donc, on nous dit en fait que la vitesse initiale de l'électron est vraiment uniquement en x. Il pénètre dans la région séparant deux armatures chargées où il est soumis à une force électrique. La force électrique, elle est en J pendant 10 à la moins 8 secondes. Calculer la vitesse de l'électron à sa sortie de la région ainsi que l'angle que fait sa trajectoire avec l'horizontale. Donc, encore une fois, ici, je vais partager le tableau blanc. On va enlever celle-ci. Donc, on a l'exemple 2. OK. Dans l'exemple 2, on a deux armatures. Donc, évidemment, là, vous n'êtes pas nécessairement familier avec ce type d'exemple-là. C'est des exemples qu'on voit surtout dans les cours d'électricité. Mais bon, en gros, là, le principe, quand on a deux armatures, habituellement, on les représente comme ceci. Donc, on imagine un condensateur, par exemple, qui représente tout simplement deux armatures. Donc, sur une armature, on a des charges positives et sur l'autre armature, on a des charges négatives. On imagine le même nombre de charges là, sur les deux armatures. Et on a notre électron ici qui pénètre entre les deux armatures. Et donc, on peut représenter nos axes comme ceci. Donc, si vous voulez, on peut également les dessiner directement. En fait, je pourrais les mettre à ce moment-là dans une autre couleur si je les dessine directement. Mais on peut les dessiner directement ici sur le schéma. C'est également correct. Les deux façons de faire sont correctes. Moi, personnellement, je préfère directement sur le schéma parce que je peux indiquer mon point 0,0, ce qui n'est pas nécessairement possible lorsque je représente les axes à côté. Et donc, j'ai une vitesse initiale que je vais représenter ici, qui est la vitesse initiale de l'électron. Et l'électron, pendant tout son trajet entre les deux armatures, va subir une force électrique qui est verticale. Donc, vers le haut, on est en deux dimensions, là, on s'entend. Donc, on est soit horizontal, soit vertical ici. Ça peut être vu du dessus, là, OK? Ce n'est pas nécessairement vertical en voulant dire vers le haut à partir du sol, là, mais selon le schéma. Donc, si l'électron ici subit une force, bien évidemment, là, je sais que la force, elle est en J, donc il faut que la plaque positive soit ici, la plaque négative soit ici, parce que l'électron, il est attiré par la plaque positive et repoussé par la plaque négative.
Donc, ce qui va se passer, si je représente sa trajectoire à l'électron va faire un mouvement qui va, je vais le faire un petit peu plus courbe, qui va représenter à peu près ceci. OK. Et donc, ce qu'on cherche, c'est de trouver, lorsqu'il sort ici de l'armature, comment est orientée sa vitesse par rapport à l'horizontale, par exemple. Donc, on doit trouver l'angle θ ici. Évidemment, si la force est orientée en Y, ben, notre accélération va également être orientée en Y. Tiens, je vais la mettre en bleu pâle. Donc, notre accélération ici qui est orientée selon la même orientation que la force. OK. Donc, on peut mettre nos données. Donc, on a évidemment la masse de l'électron, 9,1 fois 10 à la moins 31 kg. On a la vitesse initiale, qui est 10 à la 6 I mètres par seconde. Bon, I n'est pas l'air d'une flèche, bien. On va mettre quelque chose qui a plus l'air d'une flèche. Ici. Bon. On a ensuite la force électrique, qui est 8 fois 10 à la moins 17. En J, Newton. Et on a le temps que prend l'électron pour passer d'un côté des armatures à l'autre, qui est donc 10 à la moins 8 secondes. OK, donc on va commencer par trouver l'accélération. Donc là, on peut le faire directement vectoriellement. Ça va être assez simple parce que, en fait, la somme des forces en X est égale à M à X et la somme des forces en Y égale M à Y. Donc, on n'a aucune force en X, aucune accélération en X. En Y, on va avoir que la force électrique va être égale à la masse fois l'accélération de notre électron. Donc, si on isole l'accélération, ça va être la force électrique, évidemment, divisée par la masse. Et donc, 8 fois 10 à la moins 17 newton, divisé par 9,1 fois 10 à la moins 31 kg. Et on va obtenir une accélération de 8,79 fois 10 à la 13 mètres par seconde carré. Si on veut l'écrire sous la forme d'un vecteur, on écrirait 8,79 fois 10 à la 13 J mètres par seconde carré. Ensuite, là, on nous demande de trouver l'angle que fait l'électron ici là, avec l'horizontale lorsqu'il sort des armatures. Donc, on va avoir nos données. Donc, encore une fois, c'est de la cinématique. Donc, on a T0 égale 0, T égale 1 fois 10 à la moins 8 secondes. X0 égale 0, X, on ne le sait pas. On a V0X égale Vx égale 1 fois 10 à la 6 mètres par seconde. Et on a une accélération en X qui est 0. En Y,
Même principe, T0 égale 0, T égale 1 fois 10 à la moins 8 secondes, Y0 égale 0, Y, on ne le sait pas, V0Y égale 0, VY, on ne connaît pas, mais on connaît AY, qui est 8,79 fois 10 à la 13 mètres par seconde carrée. Et donc, on va pouvoir poser notre équation VY égale V0Y plus AY fois T. On va pouvoir trouver la valeur de VY de cette façon-là. Donc, 8,79 fois 10 à la 13 mètres par seconde carrée fois le temps qui est 1 fois 10 à la moins 8 secondes, ce qui nous donne une vitesse finale pour Y de 8,79 fois 10 à la 5 mètres par seconde. Et il ne nous reste plus qu'à trouver l'angle. Donc, je vais m'installer ici, dans le petit coin ici, pour trouver l'angle. Bon. Donc, je sais en fait que ma vitesse, lorsqu'on va sortir des armatures, ça va être VXI plus VYJ. Donc, la vitesse va être 1 fois 10 à la 6i plus 8,79 fois 10 à la 5j mètres par seconde. Et je peux trouver la vitesse totale, là, vitesse résultante, qui est la somme de Vx carré plus Vy carré, racine. Donc, si je remplace ici Vx par 1 fois 10 à la 6 mètres par seconde et Vy par 8,79 fois 10 à la 5 mètres par seconde, je vais obtenir une vitesse de 1,33 fois 10 à la 6 mètres par seconde. Pour trouver l'angle, j'ai besoin de l'équation selon laquelle tan θ est égal à Vy sur Vx. Donc, tan θ est égal à 8,79 fois 10 à la 5 mètres par seconde sur, voyons, ici, 1 fois 10 à la 6 mètres par seconde. Et j'obtiens un angle de 41,3 degrés. Donc, évidemment, je vais m'assurer là, ici que le θ, c'est bien le même variable que j'ai utilisé sur mon schéma. Donc, j'ai bien utilisé θ ici et la lettre V pour la vitesse ici, V. Donc, c'était l'exemple 2. Donc, on va terminer cette capsule-ci ici.